Est-ce que vous savez qui était Berthaud? C'était un journaliste, un critique dramatique. Voilà, un journaliste qui a très bien tourné, puisqu'en l'occurrence, il est devenu poète, dramaturge, et qu'il a inscrit lui-même son nom en haut de ce théâtre. Très bien. Le théâtre, il a une devise. Alors, je suis pas très bonne en latin, mais je vais essayer de pas écorcher. C'est audaces fortuna juvat. Ça veut dire la fortune sourit aux audacieux. Oui, c'est un peu comme qui ne risque rien n'a rien, quoi. C'est ça. Et c'est toujours valable. Bah, c'est toujours valable surtout au théâtre, parce qu'il faut prendre, oui, ils sont les directeurs de théâtre, les metteurs en scène, les comédiens, il faut prendre des risques, il faut faire connaître des auteurs que les gens ne connaissent pas, faire des créations. C'est vrai que l'audace, ça fait partie de la philosophie des Berthaud. De tout temps, on a joué des contemporains. Alors à l'époque, il y avait du Cocteau, du Camus, du Tchekhov, du Steinbeck. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a du Zeller, du Yasmina Reza, Amanda Ster, Samuel Benchetrit. En ce moment, on joue du David Lindsay Haber. Alors moi, je ne connaissais pas. J'ai Moi non découvert plus. en allant au théâtre Berthaud. Mais c'est pas n'importe qui. Apparemment. C'est un auteur américain, prix Pulitzer quand même. Oui, oui, oui. Et sa pièce, elle s'appelle Good People. C'est une pièce qui a été primée à Broadway. Oui. Et elle débarque ici en France avec ce titre Des gens bien. Vous en connaissez, vous, des gens bien? J'en connais qui sont vraiment bien, mais qui le disent pas, qu'ils sont bien. Ceux qui le disent, en général, ils ne le sont pas vraiment. Faut se méfier. Bonjour Léa Drucker. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Merci. On est ravis de vous accueillir, évidemment, dans cette émission. On va revenir sur votre carrière. On va parler également de vos projets au cinéma, au théâtre. Mais avant, on va aller s'intéresser à ces gens bien qui s'illustrent tous les soirs sur les planches de ce théâtre Berthaud. On y va? Merci, on y va. Des gens bien, c'est une comédie sociale grinçante, l'histoire d'une mère célibataire des quartiers pauvres de Boston, fraîchement licenciée, qui part à la recherche d'un emploi tout en s'occupant de sa fille adulte handicapée. Poussée par deux copines, elle va se tourner vers son ex-petite amie, qui est devenue un médecin huppé et qui a épousé une jeune fille de bonne famille de 20 ans, sa cadette, campée par Aïssa Maïga. Vous vous êtes rencontrés comment? C'est mon père qui nous a présentés. Ah bon? Michael travaillait sous ses ordres à l'hôpital universitaire de Washington et... Ah, la fille du patron. Oui, c'était un mariage arrangé. Vous ne croyez pas? Bonjour. Enchantée. Enchantée et bienvenue. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors Aïssa, vous dans la pièce, vous êtes la jeune et belle épouse. Quoi d'autre? Merci. Je suis Kate. C'est une femme qui a été élevée dans la bourgeoisie et qu'on découvre au moment où son couple est en crise. Elle essaye de le sauver et puis on comprend très rapidement qu'elle ne sait pas grand-chose de son mari. C'est quelqu'un de très secret, qui a des secrets a priori honteux à masquer. Et vous, votre personnage, comment vous le définiriez? C'est une femme pour laquelle le bonheur est un combat. C'est un peu le lot de tout le monde, ça, non? Bah, disons qu'il y a des personnages qui peuvent se définir par un côté parfois plus victimaire. Je ne parle pas spécialement de cette pièce, mais en tout cas, c'est une femme de combat pour laquelle rien n'est simple au départ. Je pense qu'être mère, c'est pas simple. Être l'épouse de quelqu'un, c'est pas simple. Être la fille de ses parents, c'est pas simple. Et tout ce qu'elle engage se fait dans une espèce de lutte comme ça pour aller vers la lumière, quoi. Mais c'était un homme avisé. Oh, surtout, il en avait assez. Que je lui présente à longueur d'année mes artistes maudits, mes joueurs de djembé. Oh, mes rappeurs débutants. Des joueurs de djembé. C'est quoi, des sportifs? C'est une pièce qui interroge plein de choses. Il y a notamment une question en toile de fond, c'est qui sont les gens bien? Au bac philo, on vous donnerait quand même 4 heures pour plancher là-dessus. Est-ce qu'en 2 heures, on a un début de réponse? Au bout de 2 heures, la seule réponse qu'on a, c'est que les gens bien sont en même temps l'inverse. C'est que la nature humaine est pleine d'ambivalence. Et pour avoir discuté avec des gens, des proches ou pas à la fin du spectacle, ce qui est marrant, c'est que ça crée le débat et que vraiment la perception diffère d'une personne à l'autre. Ça interroge, ouais, pour le coup. C'est une pièce qui reflète aussi un peu des idées aussi préconçues que nous, on se fait de ce que c'est que d'être quelqu'un de bien. Parce que des fois, on se dit, j'aimerais bien être quelqu'un de bien, mais moi, je crois que je pense bien. Hein. Et finalement, la réalité de la vie et les relations avec les gens sont tellement complexes qu'on n'est pas toujours des gens bien, je crois pas.
Tu vas lui clouer le bec alors. Je vais surtout lui parler de ses absences et de ses retards, comme avec vous. Non mais elle a des retards et puis en plus elle dit que t'es pédé. Alors, elle fait les deux, Karen, hein, dire des saloperies et puis les retards. Margaret! Il est question de misère sociale, il est question de chômage, il est question en effet de déterminisme. Ouais. À l'arrivée, c'est quoi? C'est drôle ou c'est terrible? Ou c'est terriblement drôle? Ou c'est drôlement terrible? Mais je pense que c'est tout ça à la fois. Pour son interview, Léa a choisi le cadre de la piscine Molitor, la plus mythique des piscines parisiennes. C'est au bord de ces bassins en 1946 que le bikini est apparu. Après sa fermeture il y a 25 ans, elle avait été squattée et livrée aux graffeurs. Il lui a donc fallu un long toilettage avant de rouvrir en mai dernier. C'est aujourd'hui un luxueux complexe doté d'un hôtel, d'un spa et d'un restaurant. C'est quand même assez dingue qu'on l'apprend. Moi, je veux voir ce qu'il y a dans les petites cabines. Alors ça, c'est pas mal, parce que c'est un souvenir de Molitor. Molitor, c'était quand même... Moi, j'ai connu quand c'était tout plein de graffitis, abîmés. C'était beau aussi. Ouais. C'est devenu un endroit assez luxueux. Et surtout très neuf. C'est pas toi qui as tout refait? Non, c'est pas moi. J'ai essayé de causer à l'architecte, mais non, il était on n'est pas chez toi? Non, on n'est pas chez moi. Moi, je crois qu'on faisait l'émission chez toi. J'aimerais bien, Léa, 43 ans et déjà une quarantaine de films à votre actif, une vingtaine de téléfilms, du théâtre, beaucoup de théâtre. Pourtant, au départ, votre rêve, ce n'était pas d'être actrice, c'était le patinage artistique. Oui, c'était mon rêve d'enfance, c'était de faire ça, de faire du patinage, mais donc de faire du spectacle, parce que le patinage artistique, c'est aussi du spectacle. Et puis bon, après la compétition a fait que j'ai décroché, c'était trop dur. Et j'ai bien fait, parce que je pense pas que j'aurais pu faire une grande carrière dans le patinage artistique. Vos premières sensations sur les planches, vous les découvrez au lycée, vous vous inscrivez dans un cours de théâtre, mais au départ, c'est pas pour la comédie, c'est pour un garçon. Au départ, c'était ça. L'intention, c'était je voulais rencontrer... J'étais tombée amoureuse d'un garçon que je voyais dans la cour et je savais qu'il s'était inscrit au club théâtre, donc je me suis inscrite au club théâtre comme ça. Donc c'était pas une passion... Enfin, c'était pas cette passion-là dans un premier temps. La passion est venue en rencontrant ce professeur de théâtre et en commençant à travailler vraiment des textes de théâtre. Alors tout ça vous amène à l'école de la rue Blanche. Oui. Et là, vraiment, vous découvrez ce métier et vous enchaînez les rôles au théâtre. Parallèlement, vous apparaissez dans quelques téléfilms et puis vous avez quelques petits rôles au cinéma. Quels souvenirs vous gardez de vos débuts? Je suis rentrée à l'école de la rue Blanche à 18 ans, j'en suis sortie à 20 ans. Je me suis dit, bon, bah, tout va être simple, finalement. Et ça l'a pas été du tout quand je suis sortie de l'école. Parce que l'école est un cocon, quand même, où vous vous sentez protégée. On ne sait pas encore vraiment ce que ça va être... les rendez-vous ratés, les auditions manquées, etc. Donc je me suis confrontée à ça entre 20 et 28 ans. Et c'est important, parce que c'est quand même une période que j'ai jamais oubliée et qui m'a ancrée dans une rigueur. C'est-à-dire que quand aujourd'hui je travaille, j'ai quand même toujours ce souvenir que peut-être j'aurais pu ne pas faire ce métier. Finalement, tout arrive. Votre premier grand film, c'est en 2001. Vous êtes tout en haut de l'affiche dans Papillon de nuit. C'est le film qui change tout. C'est un tournant, ce film? Non, c'est pas ce film qui a tout changé. C'est la pièce dont le film est adapté, en fait. Le film a été une adaptation de cette pièce qu'on avait commencé à jouer dans un petit théâtre de 50 personnes à Paris et ça a été une boule de neige, quoi. C'est-à-dire que les gens sont venus, les journalistes sont venus, ça a été un succès public. Ça m'a permis de commencer à être un petit peu médiatisée. J'ai été nominée aux Molières. Il y a des metteurs en scène qui m'ont vue, qui m'ont réengagée. Et c'est de là que tout est parti. On dit souvent de vous que vous êtes une fille de bonne humeur, avec beaucoup d'humour. Du coup, vous êtes une partenaire assez recherchée pour les comédies. On vous a notamment vu dans Fille perdue cheveux gras, dans Narco, aux côtés de Guillaume Canet. La comédie, c'est quelque chose qui vous va bien? Le registre de la comédie est quelque chose que j'ai commencé à faire spontanément quand j'ai commencé à faire du théâtre et auquel j'aime bien revenir, parce que c'est un genre, je trouve, un peu injustement méprisé parfois, et je trouve que c'est un des trucs les plus difficiles à faire. Au cinéma, dans quelle comédie vous avez pris le plus de plaisir? Je m'étais bien amusée dans Fille perdue cheveux gras, même si c'était un petit rôle. Je me suis beaucoup amusée dans La vérité si je mens 3 avec Gilbert Melki. Bon, c'est vrai que vous êtes aussi à l'aise
dans tout le registre dramatique. On vous a vu notamment dans Virgile avec Jalil Lesper récemment à la télévision. Vous avez tourné dans 2 téléfilms assez sombres. Des roses en hiver, c'est un téléfilm sur la fin de vie. Et puis Au nom des fils, où vous campez une mère un peu dévote finalement qui est bouleversée par la mort de son fils dans un camp scout. Oui. Qu'est-ce que vous allez chercher dans ces rôles dramatiques? Est-ce que c'est l'envie d'interpeller sur des phénomènes de société? Idéalement, si on peut avoir tout ça, c'est formidable. En tout cas, je crois que ce qui est important, c'est d'aller vers des rôles dans une histoire et dans un sujet qui nous fait nous poser des questions. Voilà. Comment tu peux supporter l'idée de les voir disparaître comme ça tous les deux? Qu'est-ce que tu proposes? J'ai trop aimé la vie pour la voir m'échapper de cette manière. Vous avez été nommé 2 fois aux Molières. Le théâtre, tout au long de votre carrière, vous y revenez sans cesse. On vous voit toujours sur les planches. C'est important, le théâtre. C'est un équilibre, c'est une autre sensation que le cinéma. Il y a quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer, mais qui est... je me sens chez moi, voilà, même avec toute la difficulté que ça représente, et le trac, et l'angoisse de ne pas y arriver, l'angoisse de ne pas être à la hauteur. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans le fait d'être sur scène, avec les autres, devant le public, de se présenter chaque soir comme ça, avec ses humeurs, ses imperfections. Donc souvent au théâtre, on a on a des bons textes. Au cinéma, on n'a pas toujours la chance d'avoir les meilleurs rôles, les meilleurs... Donc moi, parfois, quand j'attends trop près du téléphone que le cinéma m'appelle, je suis assez contente d'aller le soir au théâtre. Ça me permet de mettre une distance avec tout ça. Et je décide que la femme que tu incarnes est en valeur. Tu ne vois rien. On va parler un peu de vos projets. Où est-ce qu'on va vous voir prochainement? Au Théâtre de l'Œuvre, avec Michel Faux, Pascal Arbillot et Pierre Cassignard, dans une pièce d'André Roussin, qui s'appelle Un amour qui ne finit pas. Donc ça, c'est au mois de mai, juin, juillet. Et puis, j'ai tourné dans un film de Gilles Bagné avec Reda Kateb, qui sortira bientôt. Bon, vous avez une envie en particulier? J'aimerais bien faire une comédie musicale. Dans son Paris des Arts, Léa a voulu nous présenter une jeune photographe, Iris de la Roca. Des favelas de Rio aux cités de Clichy-sous-Bois, elle immortalise les rêves d'enfants. Elle a demandé à des jeunes de 6 à 15 ans comment ils aimeraient être vus. Sur papier glacé, cela donne des princesses, des rois, des stars de cinéma, avec beaucoup de fraîcheur et de sincérité. C'est la top modèle. La top modèle. Et elle, maintenant, par exemple, elle avait 13 ans à l'époque, maintenant elle en a 18, enfin, presque 18, et elle travaille, elle est dans une agence de mannequins maintenant. Ah ouais. Ah, le marin, elle est belle, ouais. Et lui, c'est trop mignon parce que je lui ai dit, ah, c'est drôle, tu vas être en marin, mais t'adores la mer. Il me dit, bah, je suis jamais allée, mais ouais, j'adore. Qu'est-ce qui vous touche, vous, Léa, dans le travail d'Iris? Moi, ce qui m'avait touchée quand j'ai découvert ces photos-là, c'était il y avait beaucoup de panache, en fait, dans la façon dont il se mettait en scène. Il y avait quelque chose de l'ordre du rêve, de l'espoir. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était que le regard d'Iris, c'était pas le regard d'un adulte qui met en scène les enfants, mais un adulte qui les accompagne dans la mise en scène qu'ils ont envie de faire d'eux-mêmes. Voilà, ils ont énormément d'énergie, des personnalités très souvent hyper exubérantes, donc j'ai eu envie de montrer ça aux gens et qu'eux puissent se voir aussi comme ça. Et vous avez transposé l'idée à Clichy-sous-Bois, vous avez fait le même travail dans nos banlieues françaises. Moi, j'ai évidemment regardé vos clichés. Le sentiment que j'ai, c'est que, quelle que soit la nationalité des enfants avec lesquels vous avez travailler, quelle que soit leur classe sociale, finalement, leurs rêves sont souvent un peu similaires. À Paris, dans la banlieue de Paris, il y avait des trucs plus quand même d'argent, vraiment de... J'ai eu le prince du Qatar, parce qu'ils sont tellement sollicités par ça, le Qatar, le machin, donc c'est vrai que c'est globalement toujours la même chose, mais il y a quand même des trucs un peu différents. Voilà, c'était rigolo. Bon, vous travaillez sur quoi en ce moment ? Alors là, en fait, j'ai fait un deuxième travail sur des enfants qui vivent dans la rue, donc qui ou sont orphelins ou alors sont partis de chez eux. J'ai fait des photos d'eux sur plusieurs années parce que aussi, je voulais montrer à quel point la rue, chaque année, les marquait et les transformait en fait au fil du temps. Lui, par exemple, il a 15 ans et il vit ça fait 10 ans qu'il vit dans la rue. Vous suivez son travail depuis le début. Qu'est-ce qu'elle raconte avec ces photos, Iris? Là, pour le coup, le point de vue d'Iris, il est très
brutal par l'histoire de ces enfants, en fait. C'est-à-dire que c'est objectif, frontal et donc brutal, parce que leur vie est très brutale. Et c'est vrai que c'est vraiment pour moi une façon de les faire vraiment exister, qu'ils aient leur... Parce qu'il y en a, ils n'ont jamais été déclarés par leurs parents à la mairie, par exemple. Donc ils n'ont pas de papier d'identité. Donc nous, avec l'association, on les aide à avoir des papiers et tout ça, mais c'est des gens qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas de famille, donc ils existent nulle part au final. Et nous n'avons pas pu résister à l'envie de prendre place dans cette splendide Rolls-Royce pour notre questionnaire du Paris des Arts. Moi, j'étais en province et ma grand-mère habitait Place Clichy. Et je courais sur le balcon et je voyais, il y avait Line Renault en néon au-dessus du Vepler. Et c'était, pour moi, Paris, c'était la fête, le spectacle, un truc très, très, très onirique. J'adore le théâtre de l'Atelier. J'adore la place Charles Dulin. Et là, il y a une âme, enfin, il y a des fantômes, quoi, au théâtre de l'Atelier. Moi, j'y ai travaillé beaucoup. Et le théâtre de l'Œuvre. Les réservoirs d'eau du 14e arrondissement, l'île Saint-Louis, pas les Champs-Élysées, je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine pas une déclaration d'amour sur les Champs-Élysées. Trop touristique. Le Parisien, il est fatigué. C'est vrai. Elle est fatiguée aussi. Architecture. Merci Léa Drucker. Merci. Ainsi s'achève le Paris des Arts de Léa. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet france24.com. Et vous le savez désormais, le Paris des Arts se poursuit sur internet et sur les réseaux sociaux. À très vite. On y va ? On y va. Suite le 2. On reviendra, Aïssa. Voilà. Ah, tu m'as trouvé avec la porte. C'est original ça. On est coincés.